dimension, mais tout à fait annexe. L'important, c'est bien prendre conscience que la France a aujourd'hui de très nombreuses. Aucune d'entre elles ne semble aujourd'hui renier son identité française, et le fait de développer la francophonie va au contraire les pousser à le renforcer. Même si il est vrai qu'aujourd'hui, la mondialisation fait que la moitié du capital au moins et 3/4 du chiffre d'affaires au moins se font hors de France. Mais le rattachement identitaire à la France, je crois, n'est pas en cause. Mais il peut l'être, comme il existe des entreprises allemandes qui ont aujourd'hui leur siège social principal aux États-Unis, ou des entreprises qui se considèrent comme hors sol, même par rapport aux États-Unis. Mais je pense qu'il n'y a pas de vrai danger et le renforcement de la francophonie sera utile. Nous avons vu beaucoup de dirigeants d'entreprises françaises qui disent que le fait d'apparaître comme des entreprises françaises est un facteur qui donne à leurs produits une image de qualité, d'élégance, pas seulement dans les secteurs du tourisme, c'est évident, mais qui est utile pour le maintien de leur développement. Vous ne croyez pas que l'anglais c'est la langue des affaires, le français la langue de la culture? Non, je crois que l'anglais peut être la langue de la culture aussi, et le français aussi la langue des affaires. La littérature anglaise est passionnante, la littérature américaine aussi, mais il ne faut pas simplifier les choses. C'est vrai, vous avez raison de dire qu'on a trop voulu longtemps cantonner le français comme une langue de la culture, parce qu'elle l'était au XVIIIe siècle. Toutes les cours parlaient français. Ce rapport montre que c'est encore le cas, puisque vous voyez que un très grand nombre d'élites mondiales hors de l'Union francophone parlent français, et parleront encore plus français si nous sommes capables de le maintenir. Mais l'influence, le soft power, comme on dit en anglais, du français a un potentiel de croissance très important, qui encore une fois n'est pas rival des autres, mais qui a le mérite de se maintenir, et qui créera, je crois, une fierté d'être français, une fierté d'être francophone, et donnera un projet à 30 ans pour ce pays, complémentaire du projet proprement national et du projet européen, qui est un projet de construire un vaste ensemble structuré francophone sur tous les domaines. Et c'est un agenda magnifique. C'est ça qu'on va essayer de montrer. Oui. Vous imaginez une union commerciale de la francophonie, par exemple? L'union francophone ne peut pas contredire les traités de l'Union européenne qui réservent le domaine commercial à l'Union européenne. Mais il y a d'autres domaines dans lesquels d'intégration économique, dans lesquels l'Union francophone peut se développer. Comme par exemple? Eh bien, tout ce qui est le domaine de l'enseignement, le domaine de la santé, le domaine de la culture, le domaine des technologies, le domaine de la recherche, de l'innovation, le domaine des infrastructures, beaucoup de domaines qui ont été laissés en jachère par l'Union européenne et que les nouvelles technologies vont permettre de partager entre locuteurs du monde. Vous ne vous rêvez pas ministre de l'économie positive et de la francophonie, certains jours? Il y a très longtemps que j'ai fait connaître que le métier de ministre n'était pas fait pour moi. Y a-t-il des donateurs pour la francophonie comme Soros ou des autres comme Rothschild, par exemple, la famille Rothschild qui s'est investie beaucoup dans les projets scientifiques? C'est une très bonne remarque, madame, et je pense qu'il sera très important d'essayer de développer les fondations privées en faveur de la francophonie. Merci beaucoup. La francophonie et la francophile, moteur de croissance durable en Afrique par Jacques Attali. Un rapport qui montre que les Européens peuvent compter sur l'Afrique. La croissance de l'Afrique tourne aux alentours de 5,6%. Là, on vient de sortir d'une conférence de presse. Nous sommes au Quai d'Orsay avec Freddy Moulongo de Réveil FM International, qui va nous donner un peu son impression par rapport à cette conférence de presse de M. Jacques Attali. Monsieur Freddy Moulongo, votre impression? En tout cas, Roger, merci pour la parole. Je voulais simplement dire aux internautes que ça fait une succession des conférences de presse que nous suivons, que nous couvrons, où on nous parle de la francophonie et où on nous parle de l'importance de l'Afrique.
On a été à Bercy avec vous, où les rapports de Bercy avec Pierre Moscovici disaient déjà que l'Afrique c'était voilà l'avenir de l'Europe. Nous avons été au Sénat avec les rapports Bockel et là c'est Jacques Attali. Jacques Attali c'est pas n'importe qui, hein. Il a été conseiller du président François Mitterrand pendant plusieurs années. C'est vraiment quelqu'un qui compte. Et là, il est en train de nous dire la francophonie et la francophilie, moteur de croissance durable. Incroyable. Et dans son exemple, il a parlé d'ailleurs de l'exemple de la RDC, qui est un pays moteur au cœur de l'Afrique. Mais concernant la RDC, c'est d'ailleurs la question que je lui ai posée. Est-ce que le fait que la RDC soit à la pointe par rapport à tout ce qui touche la francophonie, est-ce qu'on ne doit pas, par rapport aux projets qui doivent être faits, est-ce qu'on ne doit pas conditionner cela par rapport au problème des droits de l'homme? Parce que les atteintes des droits de l'homme en RDC sont plus que massives, hein. C'est une calamité avec ces pays aux atteintes des droits de l'homme. Et donc là, il a botté un peu en touche en disant les ONG des droits de l'homme vont s'en occuper. Mais par rapport à ces rapports, on voit qu'il y a plusieurs choses que la France peut faire avec les pays francophones, notamment avec le problème des crédits de dépôt. Il dit même qu'il y a possibilité de renforcer les infrastructures, notamment parce qu'on parle souvent de la langue française et on a toujours l'impression que la langue française c'est une langue de culture et la langue anglaise une langue économique, ce qui est complètement faux. Donc on peut arriver à rallier les deux, faire en sorte que les francophones soient aussi des entrepreneurs voraces, hein, et tout en gardant cet aspect de la langue française qui est aussi vraiment une langue de culture. Mais on s'interroge, comment est-ce que cela peut se faire si les Africains eux-mêmes ne prennent pas les choses en main et ne s'impliquent pas? Regarde, nous sommes au Quai d'Orsay, il y a eu cette conférence qui a été annoncée pendant plusieurs jours et on se retrouve seulement à 2 journalistes africains intéressés par ces problématiques. C'est quand même triste. Voilà un peu ce que je peux dire comme impression. Je suis vraiment triste parce qu'il y a beaucoup de journalistes africains qui sont installés à Paris et lorsqu'on parle de l'Afrique, ils ne sont pas là. Ils brillent par l'absentéisme. Alors on se pose la question, qu'est-ce qu'ils font? Et c'est aux journalistes africains de connaître maintenant le b.a.-ba. Voilà, nous sommes venus les mains vides, mais nous allons rentrer avec les rapports que nous allons disséquer, que nous allons lire, que nous allons apprendre beaucoup de choses avec ça, mais les autres... où est-ce qu'ils auront l'opportunité d'avoir ces rapports? Donc c'est ça, il faut que les journalistes africains comprennent que c'est à travers les conférences de presse qu'on s'enrichit, que ces conférences permettent quand même aux uns aux autres de se connaître, mais aussi de trouver des documents qui peuvent nous aider à mieux faire notre travail. Donc c'est un rapport très très important et je crois que la francophonie et la francophilie comme moteur de croissance durable, c'est un document qu'il faut vraiment analyser et je pense que tout le monde est conscient que l'Afrique, c'est vraiment l'avenir de la France et la RDC, en tant que pays au cœur de l'Afrique, est un pays non négligeable dans la francophonie. Amis téléspectateurs, voilà, nous venons de suivre la conférence de presse de M. Jacques Attali, ancien conseiller de François Mitterrand, également conseiller en termes de stratégie de François Hollande, hein, qu'on appelle les conseillers occultes, des gens qui donnent en fait leur matière, leur réflexion par rapport à ce qui se passe à la France. Ils ont l'expertise, ils ont tout ce qu'il faut. Voilà. Il est venu parler de la francophonie et de la francophilie. Et la francophilie, vous savez, les gens qui sont proches de la francophonie, les gens qui soutiennent la francophonie et les francophones eux-mêmes devaient être là aujourd'hui. Alors nous sommes profondément étonnés en sortant de cette conférence de presse. Nous avons remarqué, on se trouvait avec le média européen, les gens qui s'intéressent à cette situation, l'AFP,
tout le grand média français, à commencer par RFI. Alors, on nous sommes posé cette question, nous nous sommes dit, alors, le journaliste africain ou de d'autres contrées qui parlent le français, pourquoi ne sont-ils pas dans de telles manifestations où on décide par rapport à leur sort? Et ce qui est grave, ils sont patrons de beaucoup de presse, ils font du copier-coller avec les éléments venant de l'AFP. Alors, que pensez-vous, M. Freddy Moulongo, de tout cela? Non, mais Roger, je suis vraiment interloqué et même déçu parce que je pense qu'il y a quand même une centaine, si pas plus, de journalistes africains qui parlent la langue française, qui écrivent en français ici à Paris et qui sont reconnus. Mais on ne comprend pas pourquoi est-ce que les conférences de presse qui touchent à l'Afrique, qui touchent aux pays africains, notamment par rapport à la francophonie, que ces journalistes-là, qui se disent parfois très grands, brillent comme ça par l'absentéisme. C'est inacceptable. Alors que le sommet de la francophonie aura lieu dans quelques mois. Et ils seront tous là, ils voudront tous aller à Dakar pour parfois se pavaner tout simplement, alors que les rapports de Jacques Attali, les rapports voilà, les rapports ici, c'est un rapport qui fait presque combien de pages, je disais? Ah voilà, bon, il y a beaucoup d'annexes et tout ça. Voilà, mais il y a des pages, il faut tourner d'une centaine de pages. D'une centaine de pages. Donc, ces rapports ici parlent de la francophonie, parlent de la francophilie comme moteur du développement. C'est incroyable. Or, il n'y a pas très longtemps, on savait déjà qu'en l'an 2050, c'est l'Afrique, et notamment l'Afrique francophone, qui sera le moteur de développement par rapport au continent. Et là, on est en train d'affirmer encore ce qu'on connaissait déjà il y a quelques mois. Mais il faut qu'on soit plusieurs, non seulement à s'intéresser à ces problématiques, mais à bien comprendre les enjeux pour que nous puissions nous positionner par rapport à cela. Parce que lorsqu'on ne connaît pas les enjeux, on va, comme disent les Quinois, au Kika Angulungulu. Mais quand tu connais les enjeux, donc tu maîtrises les enjeux, tu peux maintenant savoir comment prendre position pour mieux te situer. Et moi, je pense que la francophonie, comme le dit Jacques Attali, c'est vraiment... c'est peut-être une chance pour l'Afrique. Alors, une chance pour l'Afrique. En l'an 2050, nous serions, si on veut, près d'1 milliard de francophones dans le monde, enfin, en Afrique particulièrement. Oui. Alors, donc, moi, je suis en train de m'étonner par rapport à cette absence de nos confrères ici, au Quai d'Orsay, le 26 août 2014. Il est pratiquement 14 heures. On s'est retrouvés qu'à deux par rapport à cette conférence de presse qui est assez importante. Il faut tenir, il faut le dire, il faut le dire tout haut. Pourquoi cet absentéisme? L'absentéisme est dû peut-être à plusieurs raisons. Tu sais aussi qu'il y a peut-être beaucoup d'événements qui se passent ici à Paris. Paris, c'est quand même une capitale bouillante. Vous savez qu'hier, il y a eu la démission du gouvernement Valls 1. Bon, il doit en composer aujourd'hui un autre gouvernement. Et peut-être il y a aussi cette actualité qui est un peu vivace et qui est preneur. Mais ce n'est pas une raison, parce que nous on a été quand même à Matignon le matin, mais on est quand même là pour voir par rapport à ça. Non, je pense que les journalistes africains doivent s'assumer. C'est vrai que les journalistes africains n'ont pas les mêmes conditions que les autres. Mais je crois que... Conditions de travail? Oui, les conditions de travail. Mais lorsqu'on est journaliste, on se bat par rapport à sa passion, à son métier, par rapport à ce qu'on doit faire. Et il y a des choses à prioriser. Et j'ai l'impression que certains de nos confrères préfèrent plutôt aller à Château-Rouge, hein, où il ne se passe rien, mais où on peut quand même faire bouillir la marmite, plutôt que de venir à une conférence où c'est l'intellect qui parle. C'est donc nous, on nous donne des éléments pour que nous puissions
donner aussi à tous nos internautes, nos auditeurs et les téléspectateurs. Donc ça c'est fondamental, c'est plus que la marmite qui doit bouillir, c'est pas avec les safou, avec les ngolo et tout ça. Donc c'est plus important d'être instruit, d'apprendre beaucoup plus de choses que de penser simplement au ventre. Alors, depuis qu'on a commencé déjà, vous l'avez expliqué là longuement, depuis qu'on a commencé à suivre cette affaire de la francophonie, nous avons commencé avec là où on est accrédité au paquebot, au ministère de l'économie et des finances. Il y a eu un premier rapport, Védrine. Oui. Ce rapport Védrine a été remis le 6 décembre dernier au président de la République. Il y a eu le deuxième rapport, là où nous sommes accrédités encore, au Sénat, le rapport Bockel. Ça a été remis, bien entendu, au président de la République. Il y a maintenant ce troisième rapport. Ne voyez-vous pas, à travers ces rapports-là, que l'Afrique rentre dans le concert des nations, là où il y a des vrais enjeux qui se jouent? L'Afrique entre par la grande porte au concert des nations, mais il faut que l'Afrique se développe, il faut que l'Afrique soit crédible. La crédibilité de l'Afrique, en tout cas en ce qui me concerne, va de pair avec la bonne gouvernance et le respect des droits de l'homme. On ne peut pas parler de la République démocratique du Congo comme un grand pays francophone en parlant des Congolais comme étant des francophiles, alors que il y a l'assassinat de Floribert Chebeya qui n'a pas encore été résolu. 61 journaux à Kinshasa. 61 journaux à Kinshasa interdits de parution. Les viols de femmes utilisés comme armes de guerre. Les bébés prisonniers à l'hôpital. Oui, ils meurent en prison, mais il y en a qui sont prisonniers à l'hôpital Mamayemo, à l'hôpital général de Kinshasa. Simplement parce que les parents n'ont pas pu payer les frais de... Donc, on ne peut pas parler... la RDC ne peut pas bénéficier de tout ça si elle continue à bafouer et à marcher sur les droits de l'homme. Et je pense que nous serons là et nous serons nombreux pour les rappeler. Alors, M. Attali a été titillé par rapport à cette question que vous l'avez posée, bien entendu, et un peu agacé et un peu embarrassé. Croyez-vous pas, par rapport à tout ce qu'on vient de voir là, qu'il y a une forme de compromission avec le gouvernement de Kabila? Non, mais je pense que la France voit ses intérêts. La France voit ses intérêts. Mais c'est à nous de faire prévaloir ces intérêts-là par rapport aux conditionnements qui doivent être mis en place. C'est vrai que les pays africains, on dit qu'il y a une croissance, etc., etc. Mais est-ce que cette croissance-là, est-ce qu'on la voit dans les paniers de la ménagère? Est-ce que les Congolais moyens les voient lorsqu'ils vont acheter ses bitécoutes au marché? Pas du tout. Hein? Lorsque dans une ville comme Kinshasa, on interdit même les gens de porter des tongs, c'est-à-dire des babouches, alors que les fonctionnaires sont impayés, alors que l'État ne fait rien pour ces populations-là, il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne fonctionne pas. Moi, je pense qu'on ne peut pas dire, et les autorités du régime actuel du Congo ne doivent pas profiter du fait qu'il y a eu les sommets de la francophonie à Kinshasa pour se croire plus légitimes. Ils ne sont pas légitimes et je pense que le problème de la légitimité du pouvoir va aller de pair avec tout ce qui Ah oui, oui, tout à fait. Ah oui, il faut vraiment qu'ils sachent que nous n'accepterons plus que des imposteurs comme ça se réveillent du jour au lendemain, prennent les pouvoirs et puis ils se croient légitimes. Non, la légitimité, c'est la légitimité des urnes et il faut respecter la voix du peuple. Alors la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et bien entendu, ce que nous avons remarqué aujourd'hui, c'est les enjeux qui touchent l'Afrique, le cœur de l'Afrique. La RDC est un pays sous-continent qui joue un rôle important, un rôle capital pour le développement de l'Afrique. Aujourd'hui, on trouve en Afrique, avec une croissance de 5,6%,
Et cette croissance-là, on ne retrouve jamais dans le panier de la ménagère, comme vous l'avez expliqué clairement là. Donc, ce que nous demandons à nos confrères journalistes, quand il y a de tels événements à Paris, qui viennent à de telles rencontres, à de telles conférences, pour peser de leur poids, afin que les choses avancent autrement. Sinon, on sera toujours à la traîne. Sinon, nous allons subir ce que la communauté internationale, ce que vous appelez d'ailleurs, vous critiquez si elle est la communauté internationale, mais cette communauté internationale a besoin de ces Africains. Mais ici, au Quai d'Orsay, ils ont brillé par rapport à leur absence et on comprend maintenant que ces décisions-là se prennent à leur détriment. Alors, je comprends parfaitement ce qui se passe aujourd'hui au sein de communauté des nations, que les Africains sont encore de gens qui devaient être sous tutelle. Oui, sous tutelle, oui, parce qu'ils ne s'intéressent à rien. Les chefs d'État qui viennent, ils préfèrent loger dans les hôtels 5 étoiles, ils préfèrent rouler sur des routes qu'ils n'ont pas construites chez eux, mais des routes qui roulent normalement. Et se soigner ici. Et se faire soigner ici, alors qu'ils peuvent le faire aussi chez nous. Regarde, on nous a vanté l'hôpital du centenaire, du cinquantenaire et tout ça. Il paraît-il qu'il n'y a même pas de seringues là-dedans. Aussi, il y en a, mais bon, il faut sortir des millions de dollars pour se faire soigner là-dedans. Je vais donner un exemple très simple. On nous vante, ça fait quelques jours, on nous vante qu'il y a 200 villas qui sont construits par des Chinois à Bandal, là où il y avait la pépinière, tu sais, là où les mamans, les mamans plantaient l'herbe técou, mais qui ont fait étudier des grandes, enfin, dont les enfants sont devenus des grandes personnalités, rien qu'avec les bitécou. Alors, on nous vante ces 200 villas, alors que, pas loin de là, les sénateurs et les députés sont des squatteurs. Ils squattent les palais du peuple. Les sénateurs, disons les parlementaires congolais, sont des squatteurs qui n'ont pas de lieu officiel pour siéger. Ils siègent au palais du peuple, qui est un palais dédié à tous les Congolais par rapport à la culture. Alors, on nous vante les 200 villas qui seront occupées par les millionnaires du dimanche du régime. Qui va habiter dans ces villas-là? Est-ce que c'est les Congolais moyens? Et en sur les 10 millions d'habitants de Kinshasa. Voilà, sur les 10 millions d'habitants. Nous sommes plus de 60 millions d'habitants. 200 villas par rapport au nombre d'habitants. Donc, il ne faut pas prendre des gens pour des bourriques. Vous comprenez, Roger? Il ne faut pas qu'on nous fasse... 200 villas, c'est quoi? C'est quoi 200 villas? Vous avez 60 millions. Alors, ceux qui veulent dire que non, on a fait peut-être 10 000 villas. Et comme je dis à Malabo d'ailleurs. Voilà, comme tu as vu à Malabo. Et puis, peut-être 200 villas luxueux, tout ça, ça on peut comprendre. Mais les autres Congolais vivent comment? Et ceux qui vont aller vivre dans les 200 villas, ils vont payer combien? Parce qu'on nous dit que ça sera sécurisé. Donc, bunkérisé comme il y a des villas, des quartiers en Afrique du Sud ou ailleurs. Donc, il ne faut pas qu'on... En plus, le grand danger, c'est que demain, ces 200 villas qui sont construites à côté du camp Kokolo, rien n'empêche aux voraces immobiliers de grignoter encore une partie du camp Kokolo. Donc, du jour au lendemain, on va se retrouver que le camp Kokolo sera encerclé par ces villas et on se rendra compte que le camp n'existera plus. Donc il faut arrêter, il faut faire des choses vraiment avec une planification. Les députés, les parlementaires congolais doivent avoir un lieu où ils siègent et qui soit à eux. Ceux qui vont ou je ne sais pas, enceller, on réhabilite et tout ça. Mais ils n'ont pas squatté un endroit qui est du peuple et puis quand la population vient se réjouir, ils ne paient pas parce qu'il y a des militaires, parce qu'il y a ceci. Non, il faut arrêter. Et donc les joséphistes qui veulent nous faire croire que non, les 200 villas, qui ça c'est Bongi, qui ça c'est comme Poto, c'est parce qu'ils n'ont jamais voyagé. Ou s'ils ont voyagé, donc Banigol va vérité. 200 villas, c'est rien du tout. D'ailleurs, il en faudrait beaucoup plus pour que les Quinois déjà se sentent beaucoup mieux. C'est comme quand ils vantent les 8 voies du boulevard. Mais c'est rien du tout. 7 km. 7 km de rien.
Alors voilà, vous avez bien saisi l'importance de ces rapports. Le rapport Attali, Jacques Attali. Qui ne connaît pas Jacques Attali, c'est ce qu'on appelle la matière grise de ces gouvernements également. Le gouvernement du Parti socialiste de 1981. Voilà, son expertise a aidé M. François Mitterrand à voir en fait la planimétrie de ce qui se passe dans le monde. Voilà, il revient aujourd'hui avec son rapport pour édifier la communauté des nations, surtout la communauté africaine qui était absente aujourd'hui par rapport à ce qui se passe en Afrique. Alors, procurez-vous ces rapports afin de savoir le vrai enjeu qui se déroule aujourd'hui en Afrique. Merci à vous, merci, à très bientôt. Merci Roger, merci à tous les internautes qui nous suivent. Hein. Et bon, n'hésitez pas à continuer à commenter sur le travail que nous faisons. Nous vous remercions pour les soutiens moraux que vous nous manifestez et nous continuerons à vous informer, à vous dire toujours un langage de vérité. Par rapport à ce qui se passe pour que vous puissiez comprendre les enjeux réels de ce qui se trame, de ce qui se décide, pour que vous ne soyez pas absents. Parce que même si vous n'avez pas été là, nous, on a été là pour vous. Alors, nous avons reçu l'ordre national de helvétique. Hein. Si vous avez remarqué, nous avons notre voilà, l'ordre national de mérite au niveau de la Suisse. Voilà, merci à vous. Merci Roger, et donc à très bientôt. Mais il faut aussi dire aux internautes qui nous suivent que très bientôt, vous aurez affaire à 3 en 1, c'est Afrique Continent, qui va démarrer, mais vraiment de manière paisible, pour encore mieux vous informer par rapport à ce qui se passe. Donc, tranquillisez-vous. On a pris un peu du retard, mais c'est pour mieux faire les choses. Donc, les problèmes, on va y arriver. Merci à vous. Allez, voilà. Merci. Au revoir.